Je m'appelle André Sourou Yeba Dokpo. Je suis médecin de santé publique. Ici à l'UNFPA, je coordonne le volet santé maternelle et la sécurisation des produits. Bon, le partenariat de Ouagadougou, je peux dire que c'est une opportunité. C'est une opportunité pour les pays, pour la promotion de la planification familiale. La planification familiale elle-même étant, je peux dire, un levier important sur lequel les pays doivent agir pour espérer obtenir une croissance démographique maîtrisée en lien avec la croissance économique et donc assurer le développement durable à terme. Et donc, si les pays se battent actuellement pour promouvoir la planification familiale avec les acteurs internes dans le pays et que nous bénéficions maintenant d'un appui extérieur, je veux dire le partenariat de Ouagadougou, pour coordonner un peu cette intervention au niveau de chaque pays, c'est une grande opportunité pour nous. En tout cas, du point de vue de l'UNFPA et depuis que je suis engagé aux côtés du représentant résident dans la mise en œuvre de ce partenariat au niveau pays. Bien avant la création du partenariat, je peux dire qu'on travaillait de façon informelle. Il y avait de partenariats entre les pays parce que nous sommes quand même dans la CEDEAO, nous sommes en Afrique et les ministères de la Santé échangent dans le cadre d'un certain nombre de rencontres sur les questions de la santé en général, mais les questions de la santé de la reproduction et de la planification familiale en particulier. Mais ces échanges n'étaient pas structurés et n'étaient pas réguliers, voyez-vous. Donc avec le partenariat de Ouagadougou, maintenant on a un interlocuteur qui, je peux dire, officialise d'abord les échanges et les structures de la meilleure manière, avec des rencontres périodiques entre les pairs confrontés aux mêmes réalités, mais dans nos différents pays. Et ça, c'est vraiment une valeur ajoutée par rapport à ce qui se faisait avant l'avènement du partenariat de Ouagadougou. Désormais, on peut passer par le partenariat de Ouagadougou pour aller en visite d'échange dans un pays qui vit les mêmes réalités ou qui a déjà trouvé une solution à un problème auquel le Togo est confronté, par exemple. Bon, effectivement, nous sommes à la phase d'accélération, mais il y a beaucoup de chantiers qui ne sont pas encore, je peux dire, couverts. Et à l'une de nos rencontres annuelles, on avait dit que pour espérer tirer le meilleur profit, n'est-ce pas, de la planification familiale, il faut que les couvertures en termes de prévalence contraceptive soient autour de 60%. La prévalence contraceptive. Si je prends le cas du Togo, nous tournons autour de 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons peut-être observer la phase de l'accélération actuelle en cours avec les plans de deuxième génération pour le renforcement des interventions de l'APF, mais il restera toujours des gaps importants pour chaque pays, dont le Togo par exemple, au-delà de 2020, pour lesquels il faudra toujours mobiliser les ressources, mais aussi les expériences pour aller encore un peu plus loin. Nous avons des perspectives parce que jusque-là, nous avons encore des besoins en termes de services et produits PF qui ne sont pas encore couverts. Nous avons une trentaine, disons 30% à peu près de besoins en matière de planification familiale qui ne sont pas encore couverts au Togo. Et ça, c'est un chantier important sur lequel il va falloir travailler. Le plan de deuxième génération, qui est le nôtre actuellement, nous permet de booster un peu, je peux dire, la prévalence contraceptive pour espérer atteindre l'ordre de 30%, mais nous sommes encore loin des 60%, n'est-ce pas, pour la révolution contraceptive telle que c'est souhaité. Donc, c'est autant de défis sur lesquels le Togo spécifiquement doit encore travailler ensemble avec les parties prenantes
pour que nous puissions couvrir d'abord les besoins qui ne sont pas encore couverts actuellement, la trentaine de pourcentage de besoins non couverts, mais également envisager des perspectives meilleures pour le Togo. La première leçon, pour moi, je pense que ça a été utile que d'associer les segments qui étaient négligés jusqu'alors parce qu'il n'y a pas un creuset d'échange avec ces parties prenantes. Donc ça, c'est la première leçon que je retiens. La deuxième leçon, c'est qu'il est plus facile d'aller de l'avant en apprenant des autres. Et donc, avec le partenariat de Ouagadougou, nous avons effectué au moins, pour ne citer que cela, une visite d'échange sur le Burkina Faso pour aller apprendre de comment ce pays-là est en train de mettre en œuvre Sayana Press au niveau communautaire. Donc, je dis, si nous retenons que c'est plus facile d'aller de l'avant en apprenant des autres, il faut donc qu'il y ait une structure en place qui facilite les échanges pour que les visites d'échange telles que nous en avons connues, Togo, Guinée, en déplacement vers le Burkina, que ces genres de missions d'échange puissent exister. Il y a une autre leçon que moi j'ai retenue. Avec les parties prenantes, ici au niveau du Togo, alors, nous avons l'ambition de bien faire. Nous avons l'intention d'aller de l'avant, chaque partie prenante prise isolément. Mais comme je l'ai dit, le cadre de concertation entre les acteurs n'est pas toujours disponible. Et lorsque c'est disponible, ce n'est toujours pas efficace comme on l'aurait souhaité dans son fonctionnement. Et pour nous, les échanges périodiques entre les acteurs, je veux dire les parties prenantes locales et le partenariat de Ouagadougou, bon, il y a aussi bien sûr FP 2020 dans une autre mesure, n'est-ce pas? Donc, ces échanges périodiques, je peux dire trimestriels, sont comme des opportunités de suivi qui, sans obliger, en tout cas encouragent les parties prenantes nationales à pouvoir aller de l'avant parce que faisant davantage de suivi par rapport au plan de mise en œuvre.